Bismillah. J'étais assis sur la véranda quand mon grand-père apparut en boitillant. Il se laissa choir dans son fauteuil favori et entreprit de bourrer sa vieille pipe en épis de maïs. Je croyais que tu devais aller au bal, fit-il. J'attends le docteur Blaine. Je l'accompagne chez le père Garfield. Grand-père suçotta un moment le tuyau de sa bouffarde. Il fit un mauvais coton, le vieux Jim. Le toubib dit qu'il n'a aucune chance de se tirer d'affaire. Qui s'occupe de lui? Joe Buxton. Et encore, est-ce contre la volonté de Garfield? Mais il faut bien que quelqu'un le veille. Grand-père tira bruyamment sur sa pipe tout en contemplant les collines lointaines que zébraient les éclairs de chaleur. Tu considères le vieux Jim comme le plus grand menteur du comté, n'est-ce pas? Il faut reconnaître qu'il a la langue bien pendue. Certains événements auxquels il prétend avoir pris part sont certainement survenus avant sa naissance. Je suis arrivé au Texas en 1870. Venant de mon Tennessee natal, laissa-t-il tomber tout à trac. J'ai vu cette ville, Lost Knob, surgir du néant. À l'époque, il n'y avait même pas une boutique en rondin. Mais le vieux Jim Garfield était déjà là. Il habitait là où il habite encore aujourd'hui. Sauf que c'était une cabane en bois. Il n'a pas vieilli d'un jour depuis la première fois que je l'ai vu. J'étais étonné. Tu ne m'as jamais parlé de ça. Parce que je savais que tu n'y aurais vu que des radotages de vieillards. Le vieux Jim est le premier blanc qui se soit installé dans ce pays. Il a construit sa baraque à des kilomètres à l'ouest de la frontière. Dieu subhanahu sait comment il y est parvenu. En ce temps-là, les Comanches pullulaient dans les collines. Quand je suis arrivé, on l'appelait déjà le vieux Jim. Je me rappelle qu'il me racontait les mêmes histoires qu'il t'a racontées à toi. La bataille de San Jacinto, ses aventures avec Ewan Cameron et Jack Hayes. Seulement je les croyais contrairement à toi. Cela remonte si loin, protestai-je. Le dernier raid des Indiens dans la région date de 1874, murmura grand-père, plongé dans ses souvenirs. J'ai participé à la bataille et le vieux Jim aussi. Je l'ai vu faire dégringoler le chef que John abattre son Mustang d'un coup de carabine à 600 mètres de distance. Une carabine attirait les buffles. Mais avant, j'avais déjà combattu avec lui quelque part du côté des sources de la rivière des Sauterelles. Il y avait une bande de Comanches descendus de Mesquital qui mettait tout à feu et à sang sur son passage. On était parti en éclaireur et on avait relevé leurs traces. Juste au coucher du soleil, on leur est tombé dessus dans les collines. On en a démoli 7 et les autres ont disparu dans les bois. Mais 3 des nôtres furent tués pendant l'escarmouche, et Jim Garfield avait reçu un coup de lance. La sale blessure. Il gisait par terre, comme mort. Il semblait qu'un homme touché comme ça était perdu. Mais un vieil Indien est sorti des forêts. On l'a mis en joue, mais il a fait le signe de la paix. Il nous a causé en espagnol. Je ne sais pas pourquoi les copains ne l'ont pas abattu sur place. Faut dire que la bagarre nous avait échauffé le sang et qu'on brûlait de la fièvre du massacre. Mais quelque chose dans l'attitude de ce peau-rouge nous a empêchés d'appuyer sur la détente. Il nous a dit que ce n'était pas un Comanche, que Garfield était un vieil ami à lui, et qu'il voulait venir à son aide. Il nous a prié de le transporter jusqu'à un bouquet d'arbustes et de le laisser seul tous les deux. Ne me demande pas pourquoi on a obéi. Ce n'était pas drôle. Les blessés gémissaient et réclamaient à boire. Les cadavres nous regardaient fixement. La nuit tombée, va-t-on savoir si les Indiens n'allaient pas rappliquer quand il ferait noir? On a dressé le camp parce que les chevaux étaient fourbus et on a monté la garde toute la nuit. Mais les Comanches ne sont pas revenus. Ce qui s'est passé dans le bois où on avait transporté Jim Garfield, je n'en sais rien parce que je n'ai jamais revu ce drôle d'Indien. Mais on entendait des râles bizarres qui n'étaient pas ceux d'un homme qui se meurt. Et de minuit jusqu'à l'aube, un hibou n'a pas arrêté de hurler. Quand le jour s'est levé, Jim Garfield est sorti du bois, livide et hagard, mais vivant. La plaie qu'il avait à la poitrine était refermée et elle avait déjà commencé à se cicatriser. Depuis, il n'a jamais fait allusion ni à sa blessure, ni à la bataille, ni à cet Indien qui était apparu et avait disparu si mystérieusement. Et il n'a pas vieilli d'un poil. Il a toujours l'air d'avoir l'âge qu'il avait à l'époque, l'air d'un homme de 50 ans. Un bruit de moteur s'éleva dans le silence, et 2 phares trouèrent l'obscurité. C'est le docteur Blaine, dis-je. Je te donnerai des nouvelles de Garfield en rentrant. Tandis que nous roulions sur la petite route qui serpentait entre les chênes dont étaient tapissées les collines,
5 kilomètres séparaient Lost Knob de la ferme de Garfield. Le médecin y alla de ses prédictions. Dans l'état où il est, je serais étonné si nous le trouvions encore en vie. À cet âge-là, on devrait être assez sensé pour ne pas chercher à dompter un jeune étalon. Il ne me semble pas si vieux que ça. Je vais bientôt fêter mon 50e anniversaire. J'ai toujours connu Jim Garfield et à l'époque où je fais sa connaissance, on lui aurait donné la cinquantaine. Les apparences sont trompeuses. La demeure de Garfield était une relique du passé. La petite maison de bois trapu n'avait jamais été peinte. La clôture du verger et de corral était faite avec des rails. Le vieux Jim était couché sur un lit rudimentaire. L'homme que le docteur Blaine avait, malgré ses protestations, engagé pour le soigner, s'occupait de lui sans finesse mais avec efficacité. J'étais impressionné par la vitalité qui émanait du patient. Il avait les épaules voûtées, mais la carcasse était solide. Ses membres étaient bien en chair, sa musculature sèche et nerveuse, une incontestable virilité se lisait sur ses traits, tirés par la souffrance et son regard, encore qu'il fût brillé d'une flamme inassouvie. Il délire, nous annonça flegmatiquement Joe Baxton. Le premier blanc à avoir mis le pied dans ce pays, murmurait le vieux Jim d'une voix qui commençait à être difficilement intelligible. Jamais le pied d'un homme blanc n'avait foulé ces collines. Fallait que je me fixe, pouvais plus me balader comme avant. Me suis installé là. C'était un beau pays avant l'arrivée des vaches et des immigrants. Dommage que Owen Cameron ne l'ait pas connu. Les Mexicains ont tué les chiens. Blaine hocha la tête. Il est perdu. Il sera mort avant que le soleil ne se lève. Contre toute attente, Garfield tendit le cou et nous dévisagea. Son regard était clair. Vous vous trompez, docteur, halta-t-il d'une voix que la douleur rendait rauque et sifflante. Je ne mourrai pas. Des os brisés, les tripes amochées, qu'est-ce que c'est que ça? Rien du tout. C'est le cœur qui compte. Tant qu'il continue à travailler, on ne meurt pas. Et mon cœur est en bon état. Écoutez-le, tâtez-le. Tant bien que mal, il saisit le poignet de Blaine et obligea celui-ci à poser la main sur sa poitrine. Un vrai dynamo, hein? Fit-il en scrutant avidement les traits du médecin. Il est plus costaud qu'un moteur à explosion. Mettez votre main, m'ordonna Blaine. Son activité cardiaque est surprenante. En me penchant sur le buste de Garfield, je remarquai une longue estafilade blême qui aurait pu avoir été produite par une lance à tête de silex. Une exclamation m'échappa quand je touchai cette cicatrice. Le cœur du vieux Jim battait sous ma paume, mais jamais un cœur n'avait battu de cette manière. Ses pulsions régulières avaient une force stupéfiante. Les côtes vibraient, cela ressemblait plus aux trépidations d'une dynamo qu'à l'action d'un organe humain. Une étrange vitalité sourdait du thorax du vieil homme, gagnait mon bras et faisait s'accélérer les battements de mon propre cœur, comme par un effet de résonance. Je ne mourrai pas, octa Garfield. Tant que mon cœur sera dans ma poitrine, je ne mourrai pas. Il n'y a qu'une balle dans la cervelle qui peut me tuer. Et même dans ce cas, je resterai encore en vie aussi longtemps que mon cœur continuera de battre. D'ailleurs, ce n'est pas le mien, c'est celui de l'homme fantôme, le grand chef Lippi. C'est le cœur d'un dieu que les Lippi adoraient avant que les Comanches ne les aient chassés de leur colline natale. L'homme fantôme, je l'ai connu sur le Rio Grande, quand j'étais avec Ewan Cameron. Je lui ai sauvé la vie un jour en l'arrachant des mains des Mexicains. Depuis, nous sommes liés l'un à l'autre par un intangible wampum que seul lui et moi pouvons voir ou toucher. Il est venu quand il a su que j'avais besoin de lui, après que j'eus été blessé à la bataille de la rivière des Sauterelles. J'étais un homme mort, le cœur coupé en deux, comme celui d'un bœuf à l'état du boucher. Toute la nuit, l'homme fantôme s'est livré à des pratiques magiques pour faire revenir mon âme du pays des esprits. Je me rappelle un peu. C'était noir et gris. J'errais à travers des brumes et j'entendais gémir les morts alentour. Mais l'homme fantôme m'a rappelé. Il a sorti de ma poitrine ce qui restait de mon cœur mortel pour le remplacer par celui d'un dieu. Mais ce cœur est à lui, et quand j'aurai trépassé, il viendra le rechercher. Ce cœur me maintient en vie et me conserve dans la force de l'âge. La vieillesse ne peut m'atteindre. Les imbéciles peuvent bien me traiter de vieux menteur, je m'en moque. Je sais ce que je sais. Mais écoutez-moi. Telles des griffes,
Ses doigts se serrèrent cruellement sur le poignet du docteur Blaine. Ses yeux, au regard étrangement jeune, luisaient sous ses sourcils touffus comme ceux d'un aigle sauvage. Si d'aventure je mourais, maintenant ou plus tard, il faut que vous me fassiez une promesse. Il faut que vous me juriez que vous m'ouvrirez la poitrine pour opérer l'ablation de ce cœur qu'un homme fantôme m'a jadis prêté. Il lui appartient tant qu'il battra. Mon âme demeurera soudée à ce cœur. Même si j'ai le crâne embouilli, quelque chose de vivant dans une carcasse pourrie, promettez-le-moi. C'est entendu, je vous le promets, répondit Blaine, pour ne pas le contrarier. Et le vieux Jim se laissa retomber sur sa couche avec un soupir de soulagement. Il ne mourut ni cette nuit, ni la suivante, ni celle d'après. Ce qui s'est passé le surlendemain est resté gravé dans ma mémoire, car c'est ce jour-là que je me suis bagarré avec Jack Kirby. Les gens courbent les épaules devant les bravaches. Ils aiment mieux ça que de recevoir un mauvais coup. Et sous prétexte que personne n'avait pris la peine de lui faire passer le goût du pain, Kirby s'est figuré que tout le pays tremblait devant lui. Mon père lui avait vendu un bouvillon, et quand il était allé le trouver pour se faire payer, Kirby lui avait répondu qu'il m'avait remis l'argent, ce qui était faux. Du coup, je m'étais mis à sa recherche, et j'avais fini par le découvrir dans une taverne clandestine. Jouant les matamors, il avait alors proclamé devant tout le monde qu'il allait me corriger et que j'avouerais après qu'il m'avait donné l'argent et que je l'avais empoché. À ces mots, j'ai vu rouge. Je me suis rué sur lui avec un couteau de gardien de troupeau. Je lui ai tailladé le visage, le cou, la poitrine, le ventre, et s'il a eu la vie sauve, c'est parce que les témoins se sont interposés. J'ai été convoqué par le juge qui m'a inculpé de violence volontaire. La date du procès fut fixée à la fin de la session judiciaire. Kirby était solide comme un chêne. C'est un enfant du pays. Il se remit de ses blessures. Il jura de se venger parce qu'il était assez vain de sa personne, Dieu seul sait pourquoi, et qu'il était définitivement défiguré. Le père Garfield se remettait lui aussi à la surprise de tout le monde, à commencer par le docteur Blaine. Je me rappelle le soir où le médecin m'amena chez le vieux Jim. J'étais à l'auberge de Shiftley, Corland, en train de... histoire de m'exciter un peu, de m'imbiber de la bibine à laquelle il donne le nom de bière. Quand Blaine est entré et m'a persuadé de l'accompagner dans sa voiture, tandis que nous suivions la route enlacée qui conduisait à la ferme, je lui demandai « Pourquoi tenez-vous tant à ce que je vous accompagne ce soir? Ce n'est pas une visite professionnelle que vous lui rendez, n'est-ce pas, docteur? Non, même avec un gourdin en cœur de chêne, vous n'arriverez pas à tuer le vieux Jim. Il est complètement guéri. Pourtant, les blessures qu'il a reçues auraient suffi à faire périr un bœuf. Je vais vous dire la vérité. Jack Kirby est à Lost Knob. Il proclame à qui veut l'entendre qu'il vous tirera dessus à vue. Eh bien, c'est réussi, m'écriai-je avec colère. Maintenant, tout le monde va croire que si j'ai quitté la ville, c'est parce que j'ai peur de lui. Faites demi-tour et reconduisez-moi à Lost Knob, Dr. Blaine. Soyez raisonnable. Les gens savent bien qu'il ne vous fait pas peur. D'ailleurs, il ne fait plus peur à personne. Désormais, son bluff ne prend plus. Et c'est bien pour cela qu'il vous en veut à mort. Mais vous ne pouvez plus vous permettre d'avoir encore des histoires avec lui. Votre procès ne tardera pas à être instruit. Je m'esclaffais. Eh bien, s'il a vraiment envie de me retrouver, ça ne lui sera pas difficile. Shiftley Corland vous a entendu dire que nous nous rendions chez le père Garfield. Il ne m'a pas pardonné de l'avoir tendu en affaire. L'automne dernier, il dira à Kirby où je suis allé. Je n'avais pas pensé à ça, bougonna Blaine, en se rembrunissant. Allez, ne vous en faites pas, docteur. Kirby est fort en gueule, mais il n'en a pas suffisamment dans le ventre pour mettre ses menaces à exécution. Je faisais erreur. Quand on dégonfle les baudruches de ce genre, on touche un point vital. Le vieux Jim n'était pas encore couché. Il était assis dans la pièce, donnant sur la véranda des Gangois, et qui faisait à la fois office de salle de séjour et de chambre à coucher, en train de lire le journal à la lueur d'une lampe à pétrole. Portes et fenêtres étaient ouvertes, car il faisait chaud, et les insectes qui bourdonnaient, attirés par la lumière, ne paraissaient pas le déranger. Nous parlâmes du temps qu'il faisait, sujet de conversation qui n'est pas aussi oiseux qu'il peut le sembler dans un pays où l'existence des hommes
dépend du soleil et de la pluie, du vent et de la sécheresse, puis on discuta de choses et d'autres. Et finalement, le docteur Blaine mit de but en blanc sur le tapis la question qui le tracassait. Jim, l'autre soir, quand tout le monde croyait que vous étiez mourant, vous avez beaucoup parlé de votre cœur et d'un Indien qui vous l'aurait prêté. Quelle était la part du délire dans le propos que vous avez tenu? Je ne dirai pas, docteur, répondit Garfield en tirant sur sa pipe. C'était la vérité vraie, aussi vraie que la Sainte Bible. L'homme fantôme, le prêtre Lippi, consacré au dieu de la nuit, a remplacé mon cœur mort et déchiqueté par un autre cœur provenant de quelque chose qu'il adorait. Quoi, je ne sais pas au juste. Ce quelque chose venait de très loin dans l'espace et dans le temps, disait-il. Un dieu peut se débrouiller sans son cœur, mais quand je mourrai, si jamais ma conscience est détruite, il faudra rendre mon cœur à l'homme fantôme. Dois-je comprendre que vous parliez sérieusement de cette excision du cœur? Il faudra l'enlever. Une chose vivante dans une chose morte, c'est contraire à la nature. C'est ce que l'homme fantôme a dit. Qui diable, Alilana, était donc cet homme fantôme? Je vous l'ai expliqué. Un sorcier Lippi, appartenant à une tribu campant dans la région avant l'invasion des Comanches, qui l'ont chassé vers le sud et repoussé au-delà du Rio Grande. J'étais un ami des Lippi. Je pense que l'homme fantôme est le dernier Lippi vivant. Il est encore vivant aujourd'hui. J'avoue que je ne sais pas s'il est vivant ou mort. J'ignore s'il était en vie quand il est venu à mon aide. Après la bataille de la rivière des Sauterelles, je ne sais même pas s'il était lorsque j'ai fait sa connaissance dans le sud, vivant au sens que nous donnons à ce terme, bien entendu. Quel bel hiver! S'écria le docteur Blaine avec embarras. Je frissonnais. Dehors, la nuit était sereine, les étoiles scintillaient, et les noires silhouettes des chênes montaient la garde. La lampe plaquait sur le mur l'ombre grotesque du vieux Garfield. Elle ne ressemblait en rien à une ombre humaine, et ses paroles étaient aussi étranges que les mots qu'on entend dans un cauchemar. Je savais que vous ne comprendriez pas. Moi-même, je ne comprends pas, et je n'ai pas de mots pour expliquer ce que je sens et connais sans le comprendre. Les Lippi étaient apparentés aux Apaches, et les Apaches avaient appris des Pueblos un certain nombre de choses curieuses. Tout ce que je peux dire, c'est que l'homme fantôme était mort ou vivant. Je n'en sais rien, mais il l'était. Et j'irai même plus loin, il l'est. Est-ce vous qui êtes fou ou est-ce moi? Lui demanda Blaine. Tenez, je peux encore vous dire qu'il a comme Coronado. Le conquérant du Nouveau-Mexique? Vous vous moquez de moi. Soudain le médecin leva la tête. Qu'est-ce que c'est? Un cheval qui approche, répondis-je. On dirait qu'il s'arrête. Comme un imbécile, j'allais me planter sur le pas de la porte, en plein dans la lumière. J'eus le temps d'entreapercevoir dans l'ombre la silhouette d'un cavalier, avant que Blaine hurlait. Attention! Tout en se jetant sur moi, nous roulâmes tous les deux à terre. En même instant, un coup de feu claqua. Le père Garfield poussa un gémissement et s'écroula. C'est Jack Kirby, s'exclama le médecin. Il a tué Jim. Je me relevai. Un bruit de sabots qui s'éloignait parvint à mes oreilles. J'empoignai le fusil du vieux Jim, accroché au mur, me ruai sur la véranda vétuste et tirai 2 fois en direction de l'ombre qui s'enfuyait. Blême sous les étoiles, la charge n'était pas assez puissante pour tuer à cette distance, mais la grenaille attirée, les oiseaux affolaient le cheval qui se cabra, se rua sur la clôture et chargea à travers le verger. Une branche de pêcher heurta de plein fouet le cavalier qui vida les étriers. Une fois à terre, il ne bougea plus. Je m'élançai au pas de course. Oui, c'était bien Jack Kirby. Il avait le cou brisé, comme un morceau de bois pourri. Toujours en courant, je regagnai la maison. Le médecin avait allongé le père Garfield sur un banc. Jamais je ne l'avais vu aussi pâle. Le vieux Jim offrait un bien triste spectacle. L'assaillant s'était servi d'une antique pétoire de 45-70 et le coup, tiré presque à bout portant, avait littéralement pulvérisé la calotte crânienne. Le visage de Garfield était barbouillé de sang et de cervelle. Le pauvre diable se trouvait juste derrière moi et il avait encaissé la balle qui m'était destinée. Tout médecin qu'il était, Blaine tremblait comme une feuille. Pensez-vous qu'il soit mort? Me demanda-t-il. C'est à vous de prononcer le verdict, docteur, mais le premier imbécile venu peut constater qu'il l'est. Oui, il est mort, murmura-t-il d'une voix blanche.
La rigidité cadavérique se manifeste déjà. Mais tâter son cœur. J'obéis et poussai un cri. Sous la chair froide et gluante, ce cœur mystérieux continuait de battre à grands coups réguliers, comme un générateur dans une maison abandonnée. Le sang ne circulait plus, mais pourtant, ce cœur battait, 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 telle la pulsation de l'éternité. Une sueur glacée ruisselait sur le front de Blaine. Une chose vivante dans une chose morte, fit-il dans un souffle. C'est contraire à la nature. Je vais tenir la promesse que je lui ai faite. J'en assume l'entière responsabilité. C'est là un phénomène trop monstrueux pour que l'on feigne de l'ignorer. En guise d'instrument, nous ne disposions que d'un couteau de boucher et d'une scie. Dehors, les étoiles immobiles étaient seules à contempler les arbres et le cadavre gisant dans le verger. Dans la pièce, les lueurs vacillantes de la lampe à huile engendraient une étrange sarabande d'ambre frémissante, faisaient miroiter les flaques de sang sur le plancher, effleuraient le corps étendu sur le banc. Le seul bruit était le crissement de la scie sur les os. Un hibou se mit à ululer. Le docteur Blaine enfonça une main rouge dans l'ouverture qu'il avait pratiquée, et quand il l'en ressortit, elle l'étreignait, quelque chose de sanglant qui palpitait, exhalant un cri étranglé. Il eut un mouvement de recul, et l'objet lui échappant, fut sur la table. Je poussai à mon tour une exclamation involontaire. La chose, en tombant, avait fait un bruit sec qui n'avait rien à voir avec le sang mat qu'aurait pu produire une masse de chair. Mû par une impulsion incontrôlée, je me baissai et ramassai précautionneusement le cœur du vieux Garfield. Il était dur et rugueux, au toucher, comme une pierre ou un morceau de métal, et en même temps, son contact avait quelque chose de satiné. Sa taille et sa forme étaient celles d'un cœur humain, mais il avait un aspect lisse et velouté, et sa surface écarlate chatoyait sous la lampe, plus resplendissante qu'un rubis. Il battait puissamment dans ma main, et ses pulsations se communiquaient à mon bras. J'avais l'impression que mon propre cœur répondait en s'enflant à cette trépidation et qu'il était sur le point d'éclater. Une énergie incompréhensible était concentrée dans cet objet dont l'apparence était celle d'un cœur humain. L'idée me vint que cette dynamo vivante était l'approximation la plus poussée de l'immortalité à laquelle pouvait accéder un corps humain, promis à la destruction, la matérialisation d'un secret cosmique plus merveilleux que la fabuleuse fontaine dont Ponce de Léon s'était mis en quête. Son éclat surnaturel m'attirait invinciblement, et je me pris soudain à désirer avec une passion brûlante qu'il batte et cogne dans ma propre poitrine, à la place de mon piètre cœur d'homme fait de tissu et de muscles. Le docteur Blaine balbutia quelque chose d'incohérent, et je me retournai. Celui qui venait d'arriver n'avait pas fait plus de bruit que le murmure du vent nocturne dans les blés. Il était sur le seuil. C'était un guerrier indien de haute taille, le teint sombre, les traits indéchiffrables. Il portait la coiffure de guerre bariolée, le pantalon à franges et les mocassins d'un autre âge. Ses yeux noirs luisaient comme des brassiers flamboyants dans les profondeurs de lac insondable. Il tendit la main en silence et je déposai sur sa paume le cœur de Jim Garfield. Alors, sans prononcer un mot, il fit demi-tour et s'éloigna dans l'obscurité. Mais quand, un instant plus tard, nous nous ruâmes dans la cour, le docteur Blaine et moi, nous n'aperçûmes aucune trace, ni personne. Il s'était volatilisé dans la nuit comme un fantôme et nous ne vîmes qu'un hibou qui prenait son essor en direction de la lune montante.